Monsieur Boutrin, bonsoir. Bonsoir. Je vais me permettre de revenir sur quelques éléments qui me paraissent relativement assez importants. Tout d'abord, je vais faire un petit peu la généalogie de votre nom. Rafraîchissez-moi ma mémoire. Boutrin, ça remonte à quel siècle? Eh bien, Boutrin, ça remonte à quel siècle? Je peux vous dire, c'est très... le nom de Boutrin, sincèrement, je n'ai pas cherché jusque-là. Parce que ça s'est arrêté... à mon avis, lorsque je suis à Nantes, que comme ça à Nantes, j'ai appris mon histoire et là, je vais faire la recherche pour les Boutrins. Très rapidement, votre parcours, vite fait. Je suis arrivé en métropole en 1985, j'étais sous-officier à l'armée et je suis arrivé à Nantes par hasard, comme j'expliquais, pile ou face. Et cette ville m'a attiré, Nantes, et depuis, je suis arrivé à Nantes, Octave Sessoir m'a accueilli avec Jean-Marc et l'équipe. Et aujourd'hui, j'ai travaillé sur les anneaux de la mémoire, le mémorial de Nantes et puis le bateau pédagogique que nous allons construire très prochainement. Alors, vous êtes assez sceptique sur la politique. Lorsque la question... J'ai vu que vous avez froncé les sourcils et voilà, un petit peu décalé par rapport aux autres associations, à BRAC. Qu'est-ce qui bloque au niveau des régions? Vous savez très bien, les politiques, c'est pas évident avec les politiques. L'objectif aujourd'hui, nous avons voulu que ce projet soit citoyen. Et moi, je demande à chaque politique, c'est-à-dire président de région, soit au-dessus du projet, qui ne voient pas que le côté politique, mais il y a un côté politique du projet, mais qui prennent ce projet comme un projet citoyen, comme eux, ils sont des citoyens. Et je pense qu'ensemble, ils arriveront parce que la plupart des, je dirais, des politiques, des Antillais comme moi-même, ils sont aussi descendants d'esclaves. Et je leur demande aussi de faire un effort parce que l'effort, si ils font l'effort, automatiquement, je dirais l'Union européenne, tout le monde va en donner. On regarde, c'est-à-dire les régions Martinique. Et je prends l'exemple, les régions de Nantes nous demandent est-ce que la région Martinique, Guadeloupe, Guyane vous soutient. Et je vais vous dire, j'ai déjà envoyé les dossiers à plusieurs reprises pour les régions. J'ai rencontré M. Lekini. Nous sommes en discussion et j'espère trouver une solution, un accord avec eux pour ce projet. L'implication des jeunes, alors ce sont des jeunes issus de la diversité, issus du monde sur un plan culturel, et quelles vont être les actions de ces jeunes? Notre objectif justement, c'est les rendre, parce que lorsqu'on regarde une ville comme Paris, une ville comme Nantes, comme Bordeaux, avec sa diversité culturelle ethnique, les jeunes aujourd'hui, c'est ce qui vont former ce monde aujourd'hui, le métissage, le brassage culturel. Aujourd'hui, nous avons tous une histoire croisée. Et notre objectif, c'est de créer avec ces jeunes des passerelles où ils peuvent devenir acteurs de ce projet. Acteurs d'un projet, je dirais citoyen, parce que l'esclavage, il est à notre porte, il est sur notre forme. Et ce qui a animé des hommes pendant des années, des siècles, c'est un problème d'argent. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de petites fleurs qui naissent tous les jours. Et notre objectif, c'est justement les sensibiliser, de leur donner le moyen. Et puis, on sait que vous savez comme moi, chez nous, on dit « Mania au café kambanou, mania au café dormi ». Cela veut dire la façon que tu fais ton lit, la façon que tu dors, la façon, l'éducation qu'on donnera aux jeunes générations, le moyen qu'on va leur donner par rapport à l'histoire, qu'ils puissent connaître l'histoire et justement combattre cette forme d'esclavage et de discrimination aujourd'hui. Et vous savez très bien, nous les Antillais, nous sommes un peuple métissé, notre histoire et les difficultés qu'on rencontre nos compatriotes ici. Parce que nous sommes des descendants d'esclaves, des fils d'esclaves, nous sommes fiers de l'être, nous avons une histoire. Eh bien, on va l'assumer, mais on va montrer au monde, par ce projet, la souffrance de nos aïeux. Monsieur Boutrin, vous n'avez pas fait du tout allusion à l'Afrique dans tout ce discours que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Quelle est la part de l'Afrique dans ce projet pédagogique? Eh bien, je dirais l'Afrique a une grande part dans ce projet parce que je considère que les Africains sont au même titre que les Européens, c'est-à-dire les Français. Je ne veux pas, ils ne sont pas des descendants d'esclaves. On sait très bien, l'Afrique a participé, les rois africains, à ce commerce. Mais aujourd'hui, je dis que personne n'est responsable de l'histoire qui a 400 ans. Je ne vais pas criminer les Africains d'aujourd'hui. Ils ne sont pas responsables. Je dirais ni les Blancs aujourd'hui, ni les Français, personne. Par contre, nous sommes responsables de l'avenir.
Et l'Afrique a une grande part de responsabilité dans la construction de l'avenir avec nous. Et nous devons aider l'Afrique parce que les Européens, tout le monde a mis l'Afrique à genoux, qui fait aujourd'hui que l'Afrique a du mal à se réveiller, à se montrer. Et donc, un tel projet, je peux dire, il peut ramener beaucoup à l'Afrique. Et c'est notre objectif, justement, c'est de créer le bien vivre ensemble avec toutes les jeunes générations, de construire l'Afrique et construire le monde d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous allez rencontrer ces hommes politiques au niveau de l'Afrique ? Léopold Sédar Senghor, enfin je veux dire oui, les grands politiciens actuels. Tout à fait, parce que le projet du bateau, c'est un projet à longue haleine, c'est un projet assez dur, c'est un projet là. Ça me fait rappeler le combat de nos aïeux, comment ils se sont battus pendant des siècles pour être libérés. Aujourd'hui, Nantes fait, je dirais, un mémorial à l'abolition de l'esclavage. Et j'aimerais que Nantes puisse faire un mémorial. On va me dire, bon, ce Boutrin joue avec les mots. Mais non, attention. Vous avez parlé de l'île de Gorée tout à l'heure. Oui, l'île de Gorée. Je voudrais que le mémorial de Nantes soit un exemple, mais aux victimes et à l'esclavage. Parce que, je dirais, les grands hommes politiques aujourd'hui africains, ils peuvent jouer un rôle important dans ce projet et avec nous, parce que c'est un projet avant tout citoyen. Très bien. Votre cœur est à New York ? Oui. Oui, mon cœur est à New York parce qu'effectivement je travaille. Votre cœur et votre pensée, votre travail intellectuel s'est développé plus à New York. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré Robert Fililov qui est vice-doyen de l'Université Columbia et nous avons beaucoup échangé parce que il m'a appris un petit peu l'histoire américaine et effectivement nous avons eu des points communs et effectivement il y a un travail énorme qui me dit à faire aux États-Unis et nous allons le faire ensemble sur ce projet bateau pédagogique. Vous aviez évoqué le nerf de la guerre qui est le financement, alors des dons, des bénévoles, vous avez parlé de membres, d'associations, très rapidement une synthèse là-dessus pour les auditeurs. Oui, parce que nous avons choisi d'utiliser, c'est-à-dire de travailler avec les associations. Pourquoi? Parce que les associations, c'est un réseau qui touche, je dirais, pratiquement les citoyens. Pourquoi? Parce que tout le monde, par ces réseaux, peut apporter quelque chose. Je dirais une association qui devient parrain d'un captif, qui donne 300 € sur 3 ans, peut donner la possibilité à leurs membres d'être acteurs. Et c'est pourquoi nous avons choisi ce moyen, parce que c'est trop facile de taper sur les collectivités locales pour ramener des projets, si on n'essaye pas de rendre tout le monde acteur. Et donc c'est pourquoi nous avons choisi cette mode de financement. Et vous aviez évoqué que chacun soit acteur et que chacun apporte sa pierre sur cet édifice. Donc c'est une pyramide en quelque sorte. Tout à fait, vous aviez bien compris. Et je vous invite aussi d'être acteur et de venir aussi amener votre pierre à l'édifice et de parler autour de vous par le système de la carte que j'ai montré tout à l'heure. Et je pense que je fais appel à tout le monde, à tous ceux et celles qui veulent nous rejoindre parce que nous avons besoin de compétences pour mener un tel projet. Et c'est un tel projet, il faut le faire vivre à long terme, il faut le développer à long terme parce que nous visons les 5-10 générations futures. Alors en 2012, vous êtes en Martinique, c'est ça? Oui, nous sommes en Martinique en 2012 pour préparer avec Christian Autolet le centenaire d'Aimé Césaire. Et à ce moment-là, nous allons présenter le projet de bateau pédagogique et nous allons monter aussi un village pédagogique en Martinique en construction de la figure de proue avec des jeunes de chantier d'insertion et la coque du bateau. D'accord, alors tout à l'heure, vous aviez fait toujours illusion à cet arbre. Alors, bon, c'est un conte de fées ou quoi? Avec ces boules qui s'allument. Soyons réalistes, monsieur Boutrin. Non, effectivement, non. Nous avons parlé de l'arbre de lumière, c'est parce que nous voulons mettre en place cet arbre qui va être mis très prochainement. Parce que cet arbre permettra aux gens qui ont donné de voir la lumière qui s'allume, chaque donateur à ce moment-là, et montrer l'évolution du projet. C'est pour lorsqu'ils iront sur Internet, ils pourront cliquer et voir cet arbre qui allume. Il faut quelque chose de visuel. Il faut, comme Saint Thomas, les gens ils ont besoin de voir pourquoi. Hein. Alors, combien de donateurs, combien de membres espérez-vous? Vous en êtes à combien? Normalement, nous démarrons là. Nous allons lancer la grande campagne très prochainement. Je dirais la grande campagne pour janvier, février, une grande campagne médiatique nationale, internationale pour récupérer les 8000 membres au niveau international. Rappelons que vous êtes l'association Métis à Nantes. Métis, c'est un petit peu très large dans le sens. Pourquoi n'avoir pas choisi quelque chose de plus
objectif, parce que bon, métissage, tout le monde est métis, Oui, mais vous êtes métis, monsieur? Je dirais oui, nous sommes déjà croisés métis. Lorsque vous connaissez l'histoire des Antillais, dans une même famille, vous regardez, il y a des plus clairs, plus foncés. Nous sommes un peuple 90%, 12% de métissage. Et donc aujourd'hui, il est important de métissage. Pourquoi? Parce que dans notre association, on a une diversité ethnique et culturelle de croisement de gens qui fait qu'on était obligé d'appeler métis à Nantes. Très bien. Donc, dernière question, et j'en termine avec vous, monsieur Boutrin. Le français, l'Occident, quelle est sa part? Eh ben, j'espère qu'ils trouveront eux-mêmes leur place. Ce n'est pas moi à leur dire leur place, c'est à eux à chercher leur place dans un tel projet. Merci. Je vous remercie. Bonsoir Christian Ortolé. Bonsoir, Expliquez-moi votre fonction. Alors ma fonction, je suis directeur artistique du festival itinérant Margoz. Et donc ce festival itinérant prépare le centenaire d'Aimé Césaire. Et dans le cadre de la préparation du centenaire d'Aimé Césaire qui est marrainé par Ozan Palsi, nous sommes amenés à en fait sélectionner des projets, et notamment le projet de bateau pédagogique qui en fait a retenu toute notre attention quand j'ai rencontré monsieur Dieudonné Boutrin, avec qui maintenant on développe, en fait, on mobilise le jeune public et le tout public autour de ce projet de préparation du centenaire avec l'Armada Aimé Césaire qui va venir porter le bateau pédagogique. Alors, le porter de quelle manière? Littérature? C'est pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on va, dans le cadre d'un festival, on est amené à faire des projections de films, à faire des expositions, à proposer des spectacles, à créer des échanges interculturels sous forme de masterclass, d'ateliers de littérature, de slam, de poésie, de contes, de jeux de tambour, de danse. Donc voilà, en fait, c'est une palette assez riche. Qui est d'autant plus enrichi par des artistes de renommée internationale et nationale et caribéenne et afro-caribéenne. Et donc je vous invite à venir découvrir tout ça lundi prochain, lundi 7 novembre, à la mairie de Paris, à l'hôtel de ville de la mairie de Paris, à l'auditorium, où là, en présence on va dire du noyau de ce programme, on va présenter les beaux projets, notamment celui du bateau pédagogique. Alors, ce bateau pédagogique, entre guillemets, pour vous, c'est quoi? Maintenant, là, on va parler de l'homme, votre vision en tant que visionnaire, votre regard sur ce projet. Hein? Le bateau pédagogique, comme le disait Dieudonné Boutrin lors de sa conférence de presse dernièrement, c'est le projet clé qui est une réponse, je dirais réellement, à la crise identitaire de tous les ultramarins, si on peut les appeler comme ça, mais surtout de tous les afro-caribéens, de tous les descendants d'Africains qui ont été déportés lors de la traite négrière. Donc, ce qui est magnifique par rapport au projet du bateau pédagogique, c'est un projet visionnaire. C'est-à-dire que moi, comme je suis en admiration devant Papa Césaire, et en termes de vision, je pense que Dieudonné, par rapport à ce bateau pédagogique, oui, si Aimé était encore là, je pense qu'il aurait dit bravo mon gars. C'est vraiment un beau projet. Vous êtes métisse? Je suis d'origine martiniquaise. Métisse, oui, mais mon père et ma mère sont martiniquais. Ah d'accord, je pensais qu'il y avait des descendants, c'est un petit peu de... revient de beaucoup plus loin, donc on est métisse de toute façon. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, rappelez-nous la date de cet événement. Alors la date de cet événement, donc c'est lundi 7 novembre à 18h30 à l'Hôtel de Ville de Paris, métro Hôtel de Ville. Voilà, il y a parcours de dissidents en projection pour bien sûr remercier Madame Ozan Palsi, parce que c'est grâce à elle aussi qu'aujourd'hui, par la caméra, par les films, on peut se rendre compte réellement de notre histoire, mais surtout d'avoir des images. Quand Dieudonné parlait des symboles, de voir concrètement les choses, d'entendre parler les gens, parler de leur histoire, et notamment les dissidents qui avaient été oubliés, comme pas mal de choses qui ont été oubliées de notre histoire et qu'on a cachées, je trouve que c'est avant tout important de rendre hommage à cette grande dame, et surtout, au travers d'elle, de rendre hommage à Aimé Césaire et à tous ses enfants qui œuvrent pour faire que l'histoire reste réellement une histoire d'avenir. On dit que vive la culture. Vous avez une adresse, une attache, quelque part? Que j'ai voulu être itinérant. En fait, j'ai créé un festival itinérant, notamment parce que c'est par l'itinérance, quand les gens ne peuvent pas venir à vous, qu'on peut aller vers eux. Et donc,
C'est pour ça qu'on s'est entendu tout de suite avec Dieudonné, c'est que le bateau pédagogique, moi, dans le festival itinérant Margose, bah c'était un voilier imaginaire qui cherchait son bateau pour pouvoir naviguer. Et bah, il l'a tout trouvé avec le bateau pédagogique, donc voilà. Mais quelles sont les questions que les gens vous posent par rapport à cet itinéraire dont vous parlez? Ben, l'itinéraire, il y a un itinéraire historique, quand on reprend la route de l'esclave, du travail de l'UNESCO qui nous soutient, ben, c'est avant tout, oui, de rappeler que oui, il y a eu des ports, bien sûr, de la traite négrière, du commerce triangulaire, mais surtout que ce commerce, il y avait des mauvaises choses, mais il y avait aussi des bonnes choses. Et aujourd'hui, ces mauvaises choses, on les connaît. Bon, on va en faire en fait un constat, un répertoire historique, mais avant tout, il y a aussi des belles choses. Le jazz qui a été créé, la gastronomie afro-caribéenne, les échanges obligés d'individus contraints de vivre ensemble, tout ça qui fait aujourd'hui la richesse de notre monde et qui est aussi elle aussi fait partie de l'histoire. Donc voilà, maintenant, bon, comme message, qu'est-ce que je peux rajouter, si ce n'est, ben, on œuvre vraiment pour ça, avec Dieudonné et ce bateau pédagogique, pour faire amplifier. Et moi, avec le festival itinérant Margose, ben, on est en train de monter une armada qui aujourd'hui compte plus de 150 voiliers, qui va faire cette traversée entre l'Ouest France et la Caraïbe, ben, pour voilà, emmener le plus de gens avec nous dans cette belle histoire. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, Vanda, et à très bientôt. Daniel Proust, bonsoir. Bonsoir. Alors, Daniel Proust, c'est... Je vais revenir à cette citation de Proust, oui. Qui est laquelle? Dites-moi, je pense qu'on vous l'a fait, oui, on vous en fait souvent de celle-ci, c'est quoi? J'ai décidé un jour d'oublier Marcel Proust, voilà. À la recherche du temps perdu. Ouais. Oui. Ça évoque quoi pour vous, cette citation? Eh ben, même si évoque... vous avez oublié de... Non, c'est très intéressant. Ça évoque que le temps n'est jamais perdu. Et quand on en revient au projet qui nous anime, d'un bateau pédagogique, il fut un temps pour nos ancêtres communs qui n'a pas été perdu, puisque pour 30% ils sont finis au fond de l'eau, pour d'autres ils sont finis esclaves. Ce temps-là n'a pas été perdu. Donc le travail aujourd'hui consiste à dire, voilà, prendre conscience que ce temps-là a existé. Aujourd'hui, dans quel temps et avec quelle force on veut vivre ce temps-là. Et demain, pour nos enfants, voilà, quel sera le temps dans lequel on souhaite évoluer. Donc Marcel Proust, qu'on le veuille ou pas, nous ramène à cette notion du temps qui finalement n'est pas si perdu que ça. Rappelez-moi votre parcours, rapidement. Oh, moi j'ai un parcours associatif, hein, depuis, j'ai 50 ans, ça fait depuis l'âge de 8 ans, je suis tombé dans la musique, voilà, c'est tout petit. Mais au travers de tout ce parcours, j'ai été responsable de structures d'insertion, j'ai été responsable de structures socio-culturelles, j'ai des formations de sociologie des organisations, voilà, Bac plus 5, je viens de terminer une formation d'économie parce que c'est important, on est dans ce monde-là, comment fonctionne-t-il? Voilà, donc c'est toujours... un débriefing sur des expériences personnelles en fait, voilà. Monsieur Proust et Monsieur Boutrin, deux hommes, comment ça s'est passé cette rencontre choc? Est-ce que vous avez adhéré tout de suite à ce projet? Parce que tout à l'heure vous avez évoqué des châteaux à Versailles, alors la notion de château. Oui, c'était important, moi je suis tourangeau, le pays Val-de-Loire, hein. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est quand je veux faire œuvre pédagogique avec mes enfants, avec un groupe, avec une école, la République, les élus, les institutions nous offrent tous les outils pour le faire. On a les châteaux, on va visiter, voilà. Quand on parle de la période qui nous concerne, la traite négrière, il n'y a pas de château fort, il n'y a pas de donjon, il n'y a rien pour en parler. Donc le bateau pédagogique, c'était vraiment construire un bateau, c'est donner corps à ce donjon pour que chacun puisse aller le voir, le regarder, positivement ou négativement, mais tout le monde n'est pas d'accord avec les sujets d'architecture, ça existe malgré tout, voilà. Donc il était important que ce donjon-là se construise pour pouvoir faire œuvre d'éducation, dirons-nous simplement. Donc ça c'est la vocation du bateau pédagogique. La question qui est revenue, et je pense qu'il vous a un petit peu remonté, c'est le label, labelliser un morceau par morceau et ne pas quémander. Vous êtes dans une notion de quémander ou quoi? Non, aujourd'hui on est dans un monde où chacun, qu'on soit individuel, qu'on soit collectif, qu'on soit une institution, chacun a besoin d'être rassuré.
Alors un label, ça rassure. Hein, vous avez les poulets label rouge, il est forcément bon. Oui, non, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans ce poulet. Donc on est dans cette culture du label, voilà, etc. Ceci dit, il y a de très très beaux labels. Quand l'UNESCO qui porte des projets, comme celui de la route de l'esclave, avec le réseau des écoles internationales qui travaillent sur ces problèmes-là, c'est quand même un label qui dit quelque chose. Alors, l'objectif n'est pas de courir après les labels, mais c'est d'avoir un partenariat intelligent qui permette à l'UNESCO et à nous de fonctionner ensemble. Voilà, c'est toujours dans la réciprocité. Les artistes, tout à l'heure vous disiez que vous étiez dans la musique, votre point assez fort, hein, dirais cette musique. Ces artistes-là, alors aujourd'hui, comment ils vont adhérer? Je pars en Afrique, ces artistes africains, quels sont les moyens de communication et l'information que vous allez faire passer? Alors, on travaille par exemple, je vous donne un exemple, William Adjete Wilson, qui est franco-béninois, qui a créé une œuvre qui s'appelle Océan Noir, que tout le monde peut consulter sur Internet, fait tout un travail de création avec les femmes béninoises sur la culture ancestrale des livres d'écriture, donc en tissu coupé béninois. Là-bas, il travaille avec un certain nombre d'artistes. Donc voilà, c'est le système du réseau. Vous prenez Aston au Bénin qui construit des bateaux pédagogiques avec les bouteilles en plastique qu'il trouve sur la plage de Ouida, par exemple, hein, ou de la façade atlantique. Donc ça veut dire que chacun, avec l'histoire qui le construit, chacun avec sa culture, peut abonder dans le sens d'un projet. L'Africain, notre artiste africain n'a pas la même expression que l'artiste anglais qui vit plutôt ou américain dans sa communauté, ou que le français qui vit... Donc c'est l'échange entre ces visions de l'art qui vont permettre d'avancer, soit dans la création, soit dans la lecture. Je peux être un simple kidam, mais la lecture africaine va peut-être plus me rendre sensible aux problèmes que la lecture américaine ou que la lecture française. Donc l'art est à mon avis, transversal, l'art pictural, la musique, l'art en général. Voilà. Alors on parle de l'art, moi je vais revenir sur la notion de Frantz Fanon, qui lui aussi, hein. Alors l'Algérie, Frantz Fanon, dans ce projet, est-ce qu'il a sa place? Quand le président... On parlait d'Aimé Césaire, on parle d'Édouard Glissant, Frantz Fanon dans ce révolté de l'Algérie, avant tout martiniquais. Oui, c'est des choses, je ne vais pas vous montrer, mais ça me donne des frissons. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est sur des sujets extrêmement compliqués. On a eu du mal à faire admettre cette idée de parler aujourd'hui à peu près normalement de la traite négrière, je veux dire, voilà, 450 ans d'histoire. Donc vous voyez bien qu'en France, on a un vrai problème avec notre histoire. Alors il y a celle qui nous concerne, l'histoire de l'esclavage, il y a celle de l'Algérie, mais il y a aussi celle de Dien Bien Phu par exemple, etc. Donc ce travail qu'on est en train de mener autour du bateau pédagogique, c'est aussi d'une certaine façon aider à chacun des acteurs à libérer sa parole. Donc il y a l'acteur citoyen, mais il y a aussi l'acteur institutionnel, dont on voit bien que c'est toujours quelquefois un peu difficile, et ça coince. Donc un outil pédagogique, l'art, c'est bien là pour aider à faire dire des mots qu'on a encore bien, pour ramener à Frantz Fanon, qu'on a encore bien du mal à dire. Voilà. Certaines familles sont dans l'oubli, sont dans le silence. Alors, et tout le monde n'a pas Internet. Comment vous allez toucher toute cette famille un petit peu dans le nihilisme, dans le néant total de cette histoire antillaise? Alors, aujourd'hui, notre objectif clair, c'est de toucher les enfants. Voilà. Parce que c'est leur vie qui est en construction aujourd'hui. Sans vous couper, les enfants, mais que les parents n'ont pas appris cette histoire. Donc si on touche les enfants, par le travail qu'on est en train de mener, notamment avec l'école, les associations, si on touche l'enfant, on l'aide à construire sa vie d'aujourd'hui et celle de demain. Mais quand on touche l'enfant, indéniablement, on interpelle son papa, on interpelle sa maman, on interpelle sa famille. Et là, le questionnement va entrer en jeu. Et notre objectif à nous n'est pas à dire ce que chacun doit penser. L'objectif, c'est de permettre un minimum d'accès à du questionnement, et chacun, après, en fait son propre travail personnel. Mais je pense que par les enfants, on va pouvoir toucher les parents qui, quelquefois, sont coincés dans une histoire indépendamment de leur volonté. On a travaillé, notamment vous connaissez bien Serge Romana et sa femme qui a beaucoup travaillé sur les problématiques d'ethnopsychiatrie, qui sont quand même des sujets lourds. Donc on voit bien qu'on peut être bloqué ou ne pas vouloir accéder à son histoire indépendamment de sa volonté. Donc
Voilà, la parole d'un enfant peut être libératrice par rapport à tout ça, je pense. Ah, donc il reste encore beaucoup de travail à faire. Le combat, la lutte et 2012. 2012 pour nous, alors je ne vais pas faire couler le bateau, mais je veux dire c'est la pose de la première pierre. Ah oui, ça va surprendre pour un bateau, oui, parce qu'un bateau, il est toujours lesté. Il est lesté dans le fond d'un bateau, on mettait du lest pour que le bateau ne coule pas. Ainsi, on retrouvera aux Antilles beaucoup de maisons qui sont construites avec des pierres nantaises. Donc on va bien poser la première pierre du bateau. Avant, on construira juste en 2012, à partir du printemps, les premières étraves qui accueilleront à leur thème les pierres de lestage. 2012, on démarre au printemps. Et en Martinique? On sera en Martinique la première semaine de décembre pour formaliser un partenariat avec Tous Créoles qui va permettre de démarrer un chantier pédagogique en Martinique sur la base de la construction de la figure du proue du bateau. C'est la partie avant du bateau. On va lancer un concours d'artistes pour imaginer quel visage aura cette figure de proue. Donc c'est pas à nous de le définir, c'est bien une réflexion citoyenne et artistique. Et à partir des résultats de ce concours, des chantiers d'insertion, des bénévoles, des écoles travailleront sur un chantier pédagogique à la Martinique, début d'année aussi, pour lancer ce chantier. Donc, voilà. Merci Monsieur Daniel Proust. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bien, écoutez, merci beaucoup de cette intervention, l'enrichissement de ce bateau pédagogique. Évasion littéraire vous dit à la semaine prochaine, mais avant de vous quitter, littérairement, identitairement et culturellement, je laisse quelques mots à mes invités. Monsieur Proust, à la recherche du temps perdu, je vous laisse le dernier mot. Monsieur Boutrin, merci de revoir la généalogie de votre nom. Je pense que vous étiez un homme politique avant, parce que la ferveur et l'engouement de votre discours a porté ses fruits. À vous, messieurs. Moi, je vous dis au revoir. À bientôt. Bonsoir. Moi, je dirais juste que l'histoire est au fond des livres. Et si les livres ne sont pas écrits, c'est ce que nous sommes en train de faire, il faut les écrire. Et je dirais, je laisse la place aux jeunes générations futures d'écrire leur avenir. Voilà.